Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'une des affaires criminelles les plus bouleversantes de l'histoire récente de la France, l'affaire du gang des barbares. Au fil de cette chronique, nous allons explorer en profondeur cette tragédie qui a secoué la France en 2006. Nous reviendrons sur chaque détail, chaque étape et chaque conséquence de ce crime effroyable en nous appuyant sur des sources variées et fiables pour vous offrir une vision complète et documentée de l'affaire. Le contexte des années 2000 en France est marqué par de profondes mutations sociales et économiques, particulièrement dans les banlieues parisiennes. La montée des inégalités, le chômage endémique et l'échec des politiques d'intégration ont créé un terreau fertile pour la marginalisation et la radicalisation de certains jeunes issus de ces quartiers. Les émeutes de 2005, qui ont secoué le pays, ont révélé l'ampleur du malaise social qui gangrène ces zones urbaines. C'est dans ce contexte explosif que se dessine l'histoire de Youssouf Fofana, un jeune homme en rupture avec la société qui va devenir le leader du gang des barbares. Son parcours, marqué par la délinquance et une radicalisation progressive, illustre les dérives d'une jeunesse désœuvrée et en colère. Youssouf Fofana est né en 1980 à Paris, dans une famille d'origine ivoirienne. Dès son enfance, il se heurte à la réalité d'une société qui le rejette. À l'adolescence, il abandonne ses études et sombre rapidement dans la petite délinquance. Fofana est décrit par ses proches comme un jeune homme intelligent mais violent, incapable de s'intégrer dans le système scolaire et social. Après plusieurs séjours en prison, Fofana se radicalise et nourrit une haine farouche contre la société française. Il développe une idéologie mêlant ressentiment social, antisémitisme et fascination pour la violence. À sa sortie de prison, il fonde le gang des barbares, un groupe de jeunes désœuvrés qui l'entraîne dans une escalade criminelle sans précédent. Le gang se lance dans une série de délits, vols, agressions et extorsions. Mais ce n'est que le début. Fofana a un plan plus ambitieux et plus macabre. L'enlèvement d'un jeune homme juif qu'il espère monnayer contre une rançon. Pour Fofana, les juifs sont synonymes de richesse et il est persuadé qu'ils paieront pour sauver l'un des leurs. Ilan Halimi, 23 ans, est un jeune homme sans histoire, travaillant dans un magasin de téléphonie à Paris. Il vit une vie tranquille, entouré de sa famille et ne se doute pas un instant qu'il va devenir la cible d'un complot diabolique. Pour Fofana, Ilan représente l'archétype de la victime idéale. Il est jeune, juif et supposé riche. Le choix de cibler un juif pour obtenir une rançon repose sur des stéréotypes antisémites profondément ancrés. Fofana et son gang croient que la communauté juive est riche et solidaire, prête à payer n'importe quel prix pour sauver l'un de ses membres. Cette croyance, totalement infondée, va conduire à l'un des crimes les plus barbares de l'histoire récente de la France. Le 20 janvier 2006, Sorour Arbabsadeh, surnommé Yalda, est chargée par Fofana d'attirer Ilan Halimi dans un piège. Elle se rend dans le magasin où Ilan travaille, se fait passer pour une cliente intéressée par un rendez-vous et parvient à le convaincre de la rejoindre plus tard. Ilan, charmé par cette jeune femme, accepte sans méfiance. Ce soir-là, Yalda conduit Ilan dans un immeuble de Bagneux où plusieurs membres du gang l'attendent. Dès son arrivée, Ilan est assailli, ligoté, battu et emmené dans une cave où il va vivre un véritable enfer. Le piège s'est refermé et Ilan est maintenant à la merci du gang des barbares. Ilan Halimi est enfermé dans une cave sombre et humide où il est soumis à des tortures quotidiennes d'une cruauté inimaginable. Les membres du gang, encouragés par Fofana, prennent part tour à tour aux sévices. Ils le brûlent avec des cigarettes, le frappent avec des barres de fer et le privent de nourriture et d'eau. Chaque jour, Ilan endure des souffrances qui dépassent l'entendement.
Pendant ce temps, Fofana contacte la famille d'Ilan pour exiger une rançon de 450 000 €. Les appels sont empreints de menaces terrifiantes, mais la famille Halimi, bien loin de disposer de cette somme, est incapable de répondre à ces demandes. Le désespoir gagne les parents d'Ilan qui comprennent que la vie de leur fils est en grave danger. La famille Halimi est plongée dans un cauchemar. Dès les premiers contacts avec les ravisseurs, la mère d'Ilan, Ruth Halimi, doit faire face à des menaces d'une brutalité inimaginable. Elle tente désespérément de rassembler l'argent exigé par les ravisseurs, mais ses efforts restent vains. Chaque jour, elle reçoit de nouvelles menaces, de nouvelles preuves de la torture subie par son fils. La police, alertée dès le début, met en place un dispositif pour tenter de localiser les appels des ravisseurs. Mais le gang se montre rusé. Ils utilisent des téléphones prépayés et changent souvent de lieu, rendant leur traçage extrêmement difficile. Le temps passe et la famille Halimi est de plus en plus désespérée, sachant que chaque jour supplémentaire de captivité rapproche Ilan de la mort. La brigade criminelle de Paris se mobilise dès les premiers jours de l'enlèvement. Les enquêteurs analysent les appels, remontent les pistes et tentent d'identifier les membres du gang. Mais les ravisseurs se montrent habiles pour échapper aux autorités. Leurs organisations, bien que rudimentaires, leur permettent de rester hors d'atteinte pendant plusieurs semaines. La pression sur les enquêteurs est immense. Ils savent que chaque jour compte et que la vie d'Ilan est en jeu. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils peinent à localiser le gang et à sauver le jeune homme. La frustration grandit et l'enquête devient une véritable course contre la montre avec l'espoir de retrouver Ilan vivant. Alors que les jours passent, la situation de Ilan Halimi se dégrade. Les tortures infligées par le gang deviennent de plus en plus cruelles, tandis que Fofana, furieux de ne pas obtenir la rançon, se montre encore plus impitoyable. La violence du gang atteint un point de non-retour où le sort d'Ilan semble scellé. Les membres du gang, galvanisés par la figure de Fofana, sombrent dans une barbarie sans limite. La torture devient un jeu cruel, une manière de prouver leur loyauté au chef et de défier les autorités. Le sort d'Ilan est suspendu à la volonté d'un groupe de jeunes qui, sous l'emprise de Fofana, ont perdu tout sens d'humanité. Le 13 février 2006, après 24 jours de captivité, le gang décide de se débarrasser d'Ilan Halimi. Il l'abandonne à moitié mort, près des voies ferrées de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le corps d'Ilan, brûlé sur plus de 80% de sa surface, porte les marques de tortures effroyables. Il est transporté à l'hôpital, mais succombe rapidement à ses blessures. La découverte du corps d'Ilan plonge la France dans l'horreur. Les détails de sa séquestration et de sa mort révèlent une barbarie d'une intensité rare. Le choc est immense et l'indignation gagne l'ensemble du pays. Le meurtre d'Ilan Halimi devient un symbole de la haine et de la violence qui peuvent naître dans les zones les plus sombres de la société. Après la découverte du corps d'Ilan, la police intensifie ses efforts pour traquer les membres du gang. Les premières arrestations ne tardent pas et plusieurs complices sont rapidement interpellés. Cependant, Youssouf Fofana, le cerveau de l'opération, parvient à fuir en Côte d'Ivoire, espérant échapper à la justice française. Mais la cavale de Fofana sera de courte durée. Grâce à une coopération internationale efficace, Fofana est arrêté à Abidjan le 22 février 2006 et rapidement extradé vers la France. Son arrestation marque le début de la fin pour le gang des barbares. Le filet se resserre autour des membres du gang et la justice commence à faire son œuvre. Avec l'arrestation de Fofana, l'instruction judiciaire s'intensifie. Les enquêteurs recueillent des témoignages, analysent les preuves matérielles et tentent de reconstituer le déroulement exact des faits. L'ampleur des atrocités commises par le gang est dévoilée au grand jour, suscitant l'effroi de la société tout entière.
Les témoignages des complices, souvent glaçants, permettent de comprendre comment Fofana a manipulé ces jeunes pour les entraîner dans une spirale de violence. Les motivations profondes de chacun, la dynamique de groupe et le rôle central de l'antisémitisme sont minutieusement analysés par les enquêteurs qui cherchent à établir les responsabilités individuelles. L'affaire du gang des barbares fait la une des médias dès l'annonce de la mort d'Ilan Halimi. Les chaînes de télévision, les radios et la presse écrite se saisissent de ce drame, révélant au public les détails horribles de l'affaire. La France entière est sous le choc et l'émotion suscitée par ce crime dépasse largement les frontières du pays. La médiatisation de l'affaire soulève de nombreuses questions. Comment un tel crime a-t-il pu se produire en plein cœur de la République? Quel rôle les médias doivent-ils jouer dans la couverture de telles horreurs? Les débats se multiplient et l'affaire Halimi devient un catalyseur des tensions sociales et politiques qui traversent la France. Le procès du gang des barbares s'ouvre en avril 2009 à la cour d'assises de Paris. La tension médiatique est énorme et chaque étape du procès est scrutée par l'opinion publique. Youssouf Fofana, principal accusé, adopte une attitude provocatrice tout au long des audiences, multipliant les insultes et les gestes antisémites. Ses complices, quant à eux, tentent de minimiser leur rôle ou de se présenter comme des victimes de la manipulation de Fofana. Le procès, qui dure plusieurs semaines, est une épreuve pour la famille d'Ilan, qui doit revivre les détails atroces de sa séquestration et de sa mort. Le verdict, prononcé en juillet 2009, est sévère. Fofana est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Les autres membres du gang reçoivent des peines allant de plusieurs années à plusieurs décennies de prison. L'affaire du gang des barbares laisse la société française traumatisée. Le crime révèle des fractures profondes, notamment dans les banlieues où la marginalisation et la pauvreté peuvent conduire à la violence et à la haine. Le meurtre d'Ilan Halimi devient le symbole des maux qui gangrènent certains quartiers, l'exclusion, l'ignorance et l'antisémitisme. Les responsables politiques se saisissent de l'affaire pour dénoncer la montée de l'antisémitisme et la violence des banlieues. Des initiatives sont lancées pour renforcer la présence de l'État dans ces quartiers et pour lutter contre la radicalisation des jeunes. Mais ces mesures, bien que nécessaires, ne suffisent pas à résoudre les problèmes de fond qui alimentent ces dérives. L'affaire Halimi a un impact politique majeur en France. Elle expose les failles de la République dans sa capacité à intégrer tous ses citoyens et à garantir la sécurité de chacun. Les débats sur l'antisémitisme, la laïcité et la sécurité des banlieues se multiplient. Le gouvernement de l'époque est critiqué pour son incapacité à prévenir de tels actes de barbarie. Des lois sont votées pour renforcer les sanctions contre les crimes racistes et pour améliorer la lutte contre la délinquance dans les quartiers sensibles. Cependant, ces mesures sont souvent perçues comme insuffisantes pour répondre à la profondeur des fractures sociales révélées par l'affaire Halimi. La classe politique se retrouve face à un délit majeur, rétablir la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à les protéger. Depuis la mort d'Ilan Halimi, sa famille, notamment sa mère, Ruth Halimi, s'est battue pour que son histoire ne soit jamais oubliée. Ruth Halimi publie en 2009 un livre bouleversant intitulé « 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi », où elle raconte l'enfer vécu par son fils et sa famille. Ce témoignage poignant devient un symbole de la lutte contre l'antisémitisme et la barbarie. Chaque année, des commémorations sont organisées en mémoire d'Ilan. Ces événements rassemblent des personnalités politiques, des représentants de la communauté juive et de simples citoyens. Ils sont l'occasion de rappeler l'importance de lutter contre toutes les formes de haine et de ne jamais baisser la garde face à l'antisémitisme. L'affaire Halimi doit servir de leçon pour l'avenir. Elle montre à quel point la haine et l'ignorance peuvent conduire à des actes de violence d'une extrême barbarie. Il est essentiel de renforcer l'éducation, la prévention et la lutte contre les stéréotypes racistes.
Les écoles, les institutions publiques et la société dans son ensemble doivent être mobilisées pour promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité. L'histoire d'Ilan Halimi est désormais enseignée dans certaines écoles, comme un exemple des dangers du racisme et de l'antisémitisme. Des associations et des éducateurs travaillent pour sensibiliser les jeunes à ces questions et pour prévenir la reproduction de telles horreurs. Ces efforts sont essentiels pour construire une société plus juste et plus humaine. Le crime du gang des barbares n'a pas seulement bouleversé la France, il a aussi eu un retentissement international. Des organisations comme l'ONU ou l'UNESCO ont condamné fermement cet acte barbare et appelé à une mobilisation mondiale contre la haine. En Israël, la mort d'Ilan Halimi a provoqué une onde de choc, renforçant le sentiment d'urgence parmi les juifs français de migrer vers l'État hébreu. L'affaire Halimi devient un symbole de la lutte contre l'antisémitisme dans le monde entier. Des initiatives internationales sont lancées pour sensibiliser les populations aux dangers de la haine et de l'intolérance. L'histoire d'Ilan Halimi est utilisée comme un cas d'école pour montrer les conséquences tragiques du racisme et de la xénophobie. Le procès du gang des barbares a mis en lumière certaines failles du système judiciaire français. La manière dont l'affaire a été gérée, notamment la protection des témoins et la gestion des médias, a suscité de nombreuses critiques. Des réformes sont proposées pour améliorer la prise en charge des affaires criminelles complexes et pour renforcer la protection des victimes. Le rôle des avocats, la coordination entre les différentes forces de police et de justice et la place des victimes dans le procès sont autant de questions soulevées par cette affaire. Le procès du gang des barbares montre que la justice doit être à la fois ferme et équitable et qu'elle doit être capable de répondre aux défis posés par des crimes d'une telle gravité. Après leur condamnation, les membres du gang des barbares sont dispersés dans différentes prisons françaises. Pour beaucoup d'entre eux, la réinsertion semble impossible. Marqués à vie par leur participation à ce crime atroce, ils restent des parias, même au sein de la population carcérale. Certains expriment des remords, d'autres non, mais leur avenir semble irrémédiablement compromis. Youssouf Fofana, condamné à perpétuité, continue de représenter une menace. Il exerce encore une influence néfaste sur certains jeunes détenus et son cas pose des questions sur la manière dont le système pénal peut gérer des individus aussi dangereux. La prison devient pour ces jeunes un nouveau lieu de violence où la réinsertion paraît de plus en plus illusoire. L'affaire du gang des barbares a profondément marqué la culture populaire française. Des livres, des films et des documentaires ont été réalisés pour raconter cette histoire, chacun apportant une perspective différente sur ce drame. Ces œuvres contribuent à maintenir vivante la mémoire d'Ilan Halimi et à sensibiliser le public aux dangers de la haine et de l'intolérance. Cependant, la manière dont l'affaire est représentée dans la culture populaire soulève des questions éthiques. Comment raconter une histoire aussi atroce sans tomber dans le sensationnalisme ? Comment respecter la mémoire des victimes tout en informant le public ? Ces questions sont au cœur des débats sur la place de l'affaire Halimi dans la mémoire collective. L'affaire Halimi a conduit à des réformes importantes en matière de sécurité. Le gouvernement a renforcé les dispositifs de surveillance dans les quartiers sensibles, multiplié les patrouilles de police et durci les peines pour les actes de violence racistes. Mais ces mesures, bien qu'indispensables, sont-elles suffisantes pour prévenir de tels drames à l'avenir ? Les experts s'accordent à dire que la répression ne suffit pas. Il faut aussi s'attaquer aux causes profondes de la violence, comme la précarité économique, l'exclusion sociale et le manque d'éducation. L'affaire Halimi montre que la sécurité ne peut être assurée sans une politique globale qui tienne compte de tous ces facteurs. L'affaire Halimi a conduit à des initiatives dans le milieu scolaire. Des programmes de sensibilisation ont été mis en place pour prévenir la montée de l'antisémitisme et de toutes les formes de racisme chez les jeunes.
L'histoire d'Ilan Halimi est devenue un outil pédagogique pour enseigner les dangers de la haine et de l'intolérance. Des associations et des éducateurs travaillent activement pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel et pour encourager les jeunes à rejeter les stéréotypes et les préjugés. Ces initiatives, bien qu'essentielles, se heurtent souvent à des résistances, notamment dans les quartiers sensibles où la méfiance envers l'État et les institutions est profonde. En conclusion, l'affaire du gang des barbares reste un symbole tragique de la haine et de la violence qui peuvent naître dans les coins les plus sombres de notre société. Ce crime, qui a marqué la France en profondeur, montre les dangers de l'ignorance, des stéréotypes et de l'exclusion. Il est crucial de tirer les leçons de ce drame pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. La mémoire d'Ilan Halimi doit rester vivante dans nos esprits, comme un rappel de l'importance de lutter contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour que jamais une telle tragédie ne se reproduise. Je me suis servi de l'outil Internet pour créer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.